Bonjour. On s'est déjà vu, mais ça fait plaisir. Est-ce que vous allez toujours bien? Ça va même en s'améliorant, j'ai l'impression. C'est plutôt positif. Bon, le temps que les derniers arrivés s'installent, retrouvent leur place, on en trouve de nouvelles. Un petit mot du coup sur ce qui va se passer là maintenant et sur la suite des événements. Donc là, dans quelques instants, je vais laisser la parole à Frédéric André, qui est un de nos intervenants, qui intervient chez nous sur de la méthodologie de projet et qui va parler aujourd'hui de l'esprit DevOps. Il vous parlera de son parcours, peut-être, je ne sais pas. Il vous parlera en tout cas de ce sujet-là sur le DevOps, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une thématique qu'on veut que vous ayez en tête, que vous compreniez, que vous ayez acquise à la fin de cette journée et puis au cours de votre cursus. Pour la suite, après cette conférence, il y aura une pause, déjeuner, vous pourrez manger, vous restaurer et revenir en forme cet après-midi pour 3 conférences autour de la blockchain qui auront lieu à partir de 14 h. En fin de journée, on remettra la salle en place puisque les étudiants qui sont en entrée directe ici recommencent dès demain la piscine. Donc pour les autres, les issus de PrEP et les Basics qui ont déjà commencé l'alternance, demain vous serez dans une autre salle pour vos conférences. Pour ceux qui seront ici et qui recommenceront la piscine demain, sachez que les conférences seront disponibles après sur votre espace de travail et que vous pourrez y accéder, les regarder, puisqu'elles sont intéressantes. Je vous l'ai dit, il y en a une le matin d'IBM sur l'intelligence artificielle symbolique, une deuxième sur la sécurité des systèmes d'information et notamment l'application de la norme 27001 que vous ne connaissez peut-être pas mais que vous apprendrez à connaître. Et puis, troisième conférence l'après-midi qui aura lieu sur la thématique du monitoring. Voilà pour le programme, pour les grandes lignes. J'en profite pour préciser juste une chose. Ce soir, ceux qui sont issus de PrEP, vous n'oubliez pas, au moment de votre émargement, de rendre votre fiche pour dire que vous avez bien signé le règlement intérieur et puis de récupérer en échange le dossier dont Fabrice Bardèche vous a parlé il y a quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts? C'est pas mal. Eh bien, je vous laisse entre les mains de Frédéric. Je vais te demander de m'accompagner pour le début. On va essayer, on va expérimenter quelque chose ensemble. On va faire un petit quiz interactif. C'est une expérimentation pour moi. Je n'ai jamais fait avec autant de monde, comme la présentation que vous allez voir juste après. Elle n'existait pas il y a quelques heures. Donc j'espère que ça ne se verra pas trop. Je ne veux pas vous spoiler, mais soyez indulgents. Je ne sais pas si des personnes connaissent ce site parmi vous. Je vous invite à sortir votre smartphone et à vous connecter à kahoot.it. On va jouer ensemble. Pour introduire le sujet, donc vous avez l'URL en haut à droite et le code de jeu pour rejoindre. Parfait. Ah, nous avons un premier player. On va peut-être pas attendre tout le monde parce que vous êtes nombreux, mais dès qu'il y aura suffisamment de joueurs, je lancerai la partie. Il y en a qui ont vraisemblablement des messages à passer.
Vous constatez sur ce site, on a un petit compteur qui monte. On mesure l'activité de ce qui se passe. On sait exactement combien il y a de joueurs qui sont prêts à jouer. Je ne vais pas tarder à lancer. Ici. Allez, on y va à 100 là. Ça va être rapide, hein. Première question, DevOps, c'est quoi? Pour vous, qu'est-ce que c'est DevOps? Ah, et pas l'affichage. Vous voyez le jeu sur vos smartphones, c'est ça? On a un premier problème technique ici. Ouais. Du coup, sur vos smartphones, vous allez avoir, une fois que la question sera posée à l'écran, vous allez avoir 4 possibilités qui vont apparaître sous forme de pictogrammes ou de couleurs. Il vous reviendra de cliquer sur ce qui correspond selon vous à la réponse en fonction de ce qui sera affiché sur l'écran. Non, du coup, là, les players vont revenir, vous inquiétez pas. On n'avait pas l'affichage, nous, sur l'écran, mais vous deviez avoir les questions et les réponses sur votre smartphone. Voilà, du coup, 126. Première question, DevOps, c'est quoi? Et du coup, sur votre smartphone, je fais la lecture. Le triangle rouge, un intitulé de poste, un job quoi. Le rond orange, un buzzword. Le carré, enfin le losange bleu, une culture. Et le carré vert, un truc à mettre sur son CV. Alors pour ceux qui ont réussi à répondre, je suis assez content parce que effectivement, il y avait une bonne réponse, une meilleure réponse que les autres, c'était la culture. DevOps, ce n'est pas un intitulé de poste. On n'est pas DevOps ou on n'est pas ingénieur DevOps. Parce que c'est un mouvement, une culture, c'est quelque chose qu'on partage avec les autres. C'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose d'impalpable qu'on peut mettre en œuvre. Et c'est bien sûr un buzzword, c'est très tendance en ce moment. Il y a de plus en plus de conférences, de meet-up qui parlent de DevOps, parce que l'important dans DevOps, c'est de partager son expérience et pour permettre à d'autres d'aller vers DevOps. On va passer à la question suivante. Essayez d'être plus rapide pour répondre, parce que là, quand même, c'était pas brillant. Hein. Vous avez 20 secondes. Allez. Voilà pour le meilleur. Alexis, les piliers de DevOps sont en rouge, la culture, en orange, la mesure, en bleu, l'automatisation, en vert, le partage. Je vous le dis maintenant, ça c'est une question piège. Alors le partage, j'imagine parce que j'en ai parlé juste avant. Culture, automatisation, mesure, partage. Camp. S'il vous plaît, on fait le quiz, c'est sympa, ça donne un peu de dynamisme à la présentation, mais soyez pro. Quand il y a les questions, vous répondez rapidement, vous papotez entre vous si vous voulez, mais dès qu'on analyse les réponses, on fait le silence. Donc camp, culture, automatisation, mesure, partage.
ça se dit comme ça en français, il y en a qui rajoutent un 5e pilier. Ce sont les valeurs, les piliers du DevOps. Vous voyez qu'il y en a 2 qui sont non techniques, au moins 2. Culture et partage, c'est d'abord de l'humain. DevOps, c'est partager une même culture, avoir l'amour de la mesure et délivrer plus vite. Et pour ça, on va automatiser. Alors, pendant qu'on répare le problème technique, Effectivement. on a un petit problème de vidéoprojecteur. Voilà. Donc, je vais lancer la dernière question. Si vous ne l'avez pas sur votre smartphone, regardez sur l'épaule du voisin. Comme ça, on va finir le quiz. On va vous les lire. Et ça va vous demander d'être très attentif à ce qu'on dit. Je troll pas, mais bon. On tente le coup. La question, c'est pourquoi DevOps? En rouge, les devs sont les meilleurs. En orange, délivrer plus rapidement. En bleu, les ops sont les meilleurs. En vert, partager une même culture. Rouge, les devs. Bleu, les ops. Orange, délivrer plus rapidement. Vert, partager une même culture. C'est terminé. Beaucoup ont répondu partager une même culture. La deuxième meilleure bonne réponse, c'était délivrer plus rapidement, qui est également une bonne réponse. C'est également ce qu'on attend de DevOps, notamment de la part du métier. De l'utilisateur, c'est délivrer plus de valeur à l'utilisateur plus rapidement. Ça rappelle un peu l'agilité. J'avais mis DevOps pour troller. Il y en a déjà qui se reconnaissent de ces 2 familles, de ces 2 tribus. Pourquoi c'est dommage, on n'a pas vu l'image. J'avais mis un petit ops et un petit dev qui se regardent et qui ne s'aiment pas trop, qui sont séparés par un mur d'incompréhension. Vous êtes peut-être dans des petites structures. Peut-être que votre exploitant, il est tout proche, il fait partie de votre équipe. Peut-être que vous êtes dans une grosse structure, que l'exploitant, vous ne savez pas qui c'est, que vous délivrez à une autre équipe qui va qualifier ce que vous avez délivré, qui va installer dans 6 mois vos développements. Vous ne savez pas quand est-ce que ce sera en prod. C'est ça le mur d'incompréhension. En DevOps, on parle souvent de casser les silos. Ces silos, ce sont l'historique des 15-20 dernières années dans l'informatique où on a spécialisé les gens par métier. On a fait du cycle en V, on a fait du cycle en cascade, ce qui fait que le projet, le livrable, les composants qui composent votre service ou votre produit vont être passés d'équipe en équipe, en cascade, sans que les uns et les autres aient une vision globale. Les gens qui vont faire le design ne sont pas les gens qui vont l'exploiter. Maintenant, tout est connecté, les services sont up 24/24. Il y a des gens qui regardent des petites alertes la nuit, qui sont réveillés, qui rétablissent des services. Ce sont les exploitants, les ops. Pendant que souvent, les devs, eux, sont en amont. Ils ont délivré la version N+1, N+2, N+3 du produit, du service, du logiciel. Ils ne savent pas forcément ce qui se passe durant la vie du logiciel, durant son exploitation. DevOps, c'est le mouvement qui permet de réunir ces compétences et de faire que ce soit une équipe unie qui délivre le produit et le service. Donc là, j'attends impatiemment que les exploitants du matériel audio-vidéo reviennent. Je ne vais pas vous en dire plus sur la théorie de DevOps
et sur sa mise en pratique. Dans le pilier automatisation, on parle beaucoup d'outillage. Donc vous avez sûrement entendu parler d'intégration continue, de delivery continue. Vous utilisez probablement Jenkins, une usine logicielle quand vous êtes côté dev. Vous déployez probablement sur un cloud avec des outils de mise à disposition de machines virtuelles assez automatisés si vous êtes côté Ops. Le DevOps, ce n'est pas que cela. C'est bien sûr cela, c'est l'automatisation qui va permettre de délivrer plus vite et d'avoir confiance dans ce qu'on fait et de permettre d'accélérer les choses. Mais l'automatisation, c'est un seul pilier. Il faut quand même que les devs et les ops connaissent le produit, partagent les mêmes valeurs, partagent les réussites du projet, mais aussi les échecs. DevOps, ça se veut être un mouvement qui réunisse ces personnes qui ont des objectifs différents. Les développeurs, sous la pression du marché, veulent rajouter beaucoup de fonctionnalités du marché, donc du métier, du métier pour aller vers le marché, vers l'utilisateur. On va toujours être poussé côté build, les gens qui fabriquent le produit, à le modifier pour l'enrichir. Tandis que les exploitants, quand vous avez un gros data center ou plusieurs data centers, des dizaines de milliers de services à faire tourner, un peu moins, un peu plus, peu importe, vous voulez que ce soit le plus stable possible. Tout changement, de votre point de vue d'Ops, est un risque. Si vous changez un serveur, un service, vous mettez à jour un package, potentiellement, ça va faire tomber votre beau système. Donc depuis longtemps, ces deux métiers-là, et tous ceux qui gravitent autour, j'oppose le build et le run, donc les gens qui construisent la solution de ceux qui l'exploitent 24/24, n'ont fondamentalement pas les mêmes attentes ni les mêmes enjeux dans leur métier. Pour délivrer plus vite, faire de meilleurs produits et peut-être même vivre mieux notre vie professionnelle ensemble, il faut faire des efforts pour se comprendre les uns les autres et partager la même culture du produit, du service qu'on fabrique ensemble et des façons d'y arriver. Connaître le métier des développeurs et les contraintes qu'ils ont pour les ops le met en perspective. De la même façon que quand le développeur livre à l'exploitant son package, il doit être conscient qu'il va vivre longtemps sur des serveurs, qu'il y aura de la volumétrie, que certains paramètres sont nécessaires à la bonne exécution du service en production. Un mot sur la mesure, je l'avais évoqué tout à l'heure là dans le petit compteur, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans l'agilité. Toujours mesurer ce qu'on fait. En agilité, on veut provoquer de petits changements réguliers. Il faut les mesurer pour savoir si ce qu'on a changé a de l'effet. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou est-ce qu'on s'est trompé? Il y a cette même envie et amour de la mesure en DevOps. On doit tout mesurer pour comprendre ce qu'on fait, pour savoir si on évolue dans le bon sens et éventuellement se corriger le cas échéant. Et voilà. Alors après ce petit interlude, moi je vais vous parler de l'esprit DevOps en illustrant les fondamentaux de DevOps par la personne qui l'a créé. Alors, les trois voies DevOps. C'est Gene Kim qui a le premier parlé de ces trois voies. Ça fait un peu la voie du samouraï.
dans son livre qui s'appelle Le projet Phoenix. Je ne vais pas vous en dire plus. Sachez seulement que pour comprendre l'esprit DevOps, on peut s'appuyer sur ces 3 voies, qui est de suivre le flow, le flux de travail, obtenir du feedback, des retours, et ne jamais cesser d'apprendre et d'expérimenter. Le flow, le flux de travail. Donc encore une fois, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça peut s'appliquer, quelle que soit la structure dans laquelle vous êtes. Que vous soyez dans un grand groupe, dans une start-up, dans votre groupe de travail à distance ou tous les jours avec vos collègues, vous pouvez faire des avancées dans votre travail pour obtenir un peu plus d'effet, pour être un peu plus agile, un peu plus DevOps, quelle que soit votre organisation en fait. Et là on parle évidemment du flux de travail, donc la façon dont vous travaillez les uns avec les autres, dans votre propre équipe, avec les équipes en amont et en aval de la vôtre. Donc là, on parle d'aller de gauche à droite. Donc traditionnellement, quand on fait un planning, on lit dans ce sens-là. D'abord, on a le métier qui exprime des exigences et à la fin, on arrive à un service. Si c'est un service en ligne, il sera exploité. Donc là, on se concentre sur le flux qui va de l'amont vers l'aval, de la création, du build vers le run. On va essayer ce flux de le comprendre au mieux, c'est-à-dire étudier ce que fait votre entreprise, ce que fait votre structure, votre groupe, quels sont les éléments que vous recevez de la part du métier si vous êtes développeur, ou de la part des développeurs si vous êtes Ops, et qu'est-ce que vous communiquez aussi à l'équipe en aval. Il faut comprendre ce flux, bien l'appréhender, n'hésitez pas à le dessiner, à questionner les gens, les autres équipes, à interagir, afin de mieux le comprendre pour l'accélérer. On va l'accélérer parce qu'on le connaît bien, parce qu'on a identifié des contraintes et qu'on a réussi à les lever, parce qu'on a répété des tâches qui avaient peu de valeur et qu'on a fini par les automatiser. Vous pouvez automatiser beaucoup de choses à votre niveau, de la réception des besoins dans votre adresse mail, vous pouvez vous créer des règles, etc. Vous pouvez tout accélérer à votre niveau, au niveau de votre équipe et au niveau de la structure pour améliorer le flow. L'idée, c'est ça. Afin également, toujours dans le flux de travail, on en revient à une plus grande image. Qu'est-ce que fait votre système? Le système que vous êtes en train de construire, ou le produit, ça peut être un produit assez simple, assez unitaire, mais qu'est-ce qui fait vraiment? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à bien le construire? Est-ce que votre usine logicielle est adéquate? Est-ce qu'il n'y a pas des goulets d'étranglement? Est-ce qu'il y a des tâches répétitives que vous pouvez automatiser? Et comprendre et le process que vous effectuez tous ensemble pour arriver à ce produit fini, et en même temps son fonctionnement intime. Il y a trop d'équipes où les développeurs envoient le paquet de l'autre côté du mur, et Inch'Allah. Ça se passera en prod comme ça se passera. Maintenant, ce n'est plus mon problème, c'est le problème des exploitants. De la même façon que potentiellement, il y a des anomalies en production. Vous êtes Ops, vous êtes réveillé à 2 h du matin, vous avez rétabli le système, mais vous n'avez pas trop cherché à savoir si ça impactait 1000 utilisateurs ou 20 000. Vous n'avez pas forcément remonté l'anomalie aux développeurs.
vous savez pas forcément ce que vous avez rétabli. Il y a une petite alarme rouge qui s'est allumée, vous avez rallumé un Apache, un MySQL ou que sais-je, ou relancé une ferme de serveurs, mais vous ne savez pas vraiment les impacts pour l'utilisateur. Avec DevOps, on veut tendre à une compréhension complète du système par l'ensemble de l'équipe. On voudrait que chacun de ses membres, du mieux de ses compétences, puisse avoir une vision globale. Et si ce n'est pas le cas, la partager. On veut accélérer le partage d'informations. Et pour ça, on s'intéresse au feedback. Donc cette fois, on inverse la boucle. On essaie de remonter les informations de la fin du projet vers le commencement. On espère maintenant construire des services en itérant. Donc on espère que cette grande boucle-là sera la plus courte possible. Mais une fois qu'on a mis en service un produit, on espère obtenir du feedback de son exploitant. Alors je parle d'exploitant, je parle de client. Encore une fois, on s'intéresse à tous les messages, c'est-à-dire tous les clients, internes ou externes. Les clients dans l'entreprise, donc les gens du support qui vont recevoir les véritables appels clients si vous avez un service, si vous avez des clients, des utilisateurs finaux qui sont des gens comme vous et moi, ou les clients internes, la compta, la gouvernance qui va mesurer le coût du projet, l'assurance qualité, si vous avez des testeurs qui sont dans une équipe dédiée qui n'est pas la vôtre, des gens de la performance qui vont faire des tests de charge, des gens de la sécurité qui vont demander des audits sur votre code, des audits sur votre parc de serveurs. On voudrait obtenir du feedback de tous ces clients-là. Voilà, donc ça c'était une erreur de slide, c'est ce que je voulais dire sur ce slide-là, c'était plus pertinent. Et donc, le slide suivant, voilà. Donc, obtenir du feedback et l'améliorer. Raccourcir et amplifier les boucles de feedback. C'est-à-dire que vous pouvez déjà, si vous avez un exploitant distant, lui parler une fois par semaine pour savoir ce qui se passe, etc. L'étape suivante serait peut-être de mettre un outil de communication entre vous et l'exploitant. Peut-être qu'à terme, vous aurez aussi des tableaux de bord partagés pour voir, vous qui êtes l'équipe de dev, les anomalies en production. Et peut-être que les exploitants seront intéressés de voir les fonctionnalités en cours de développement. La roadmap sur la future release de votre produit, les dates de livraison, et si une livraison a impacté quelque chose en production. Est-ce que ça a changé la consommation CPU? Est-ce que ça a changé la fréquentation sur le site web? C'est ce genre de boucle de retour qu'il faut mettre en place, que je vous convie à favoriser afin d'obtenir le plus rapidement possible des retours. Et ce, vous pouvez le faire à tous les niveaux. Afin de mieux comprendre ce que vous faites, de mieux comprendre comment vous le faites et de mieux comprendre ce que font les autres équipes. Afin d'apprendre. La troisième voie de l'auteur du projet Phoenix, c'est de s'autoriser à expérimenter tout le temps et à apprendre. Donc là, c'est vraiment une culture de l'apprentissage qu'on veut mettre en place. Vous êtes en train d'apprendre maintenant. Eh bien, ne perdez pas cette force. Et ce que vous faites maintenant, continuez à apprendre constamment le plus rapidement possible. Donc là, on essaie de mettre en place des boucles d'apprentissage. Comme en agilité, on itère rapidement. C'est le même principe. On veut faire des choses petites, rapides,
pour obtenir du feedback et avoir appris. Pour apprendre et s'améliorer, il faut avoir un peu de temps. Donc créez-vous du temps, allouez-vous du temps à l'amélioration, y compris de votre journée quotidienne, du travail quotidien. Je parlais tout à l'heure de la messagerie, ça peut être une perte de temps, un gouffre, la messagerie. Il y a beaucoup de tâches répétitives que vous faites personnellement, vous ou votre équipe, que vous pouvez peut-être améliorer. Vous pouvez peut-être arrêter de les faire. Si c'est nécessaire, vous pouvez peut-être produire l'effort suffisant pour l'automatiser. Mais pour ça, il ne faut pas être dans le jus comme Chaplin, là, tout le temps. Il faut pouvoir se réserver du temps et s'autoriser à prendre le temps de se poser un peu, de regarder son activité et de savoir si ça a encore du sens pour vous, pour votre équipe. Et si on a pris le risque de s'arrêter, si on a pris des risques et qu'on a fait des choses, c'est les récompenser. Il faut aussi s'autoriser à créer des rituels qui récompensent la prise de risque, qui récompensent l'individu ou l'équipe qui a pris des risques. C'est quelque chose d'important qui n'est pas toujours présent dans les lieux où on travaille maintenant et qui empêche, qui est un frein à l'innovation. C'est-à-dire que si jamais vous êtes celui qui a innové, vous pouvez être, en cas d'échec en tout cas, vous pouvez être simplement montré du doigt et pas forcément félicité. J'y reviendrai là-dessus. Voilà, créer des achievements, féliciter ceux qui ont innové, qui ont fait des petites avancées, et quitte à vraiment le planifier concrètement, organiser des temps pour partager des connaissances ou faire ensemble, comme des hackathons, des coding dojo. Ça permet de souffler. Si vous êtes toujours à faire la même chose, vous pouvez éventuellement créer des outils dont vous rêviez, utiliser une nouvelle librairie, utiliser un nouveau outil de déploiement, changer de fournisseur, changer d'hébergeur, etc., etc. Ça, vous pouvez le faire durant des plages de temps que vous conservez. Entre midi et 2, vous pouvez faire un coding dojo ensemble avec votre équipe sur un sujet qui n'a rien à voir avec le travail, mais qui fera plaisir à tout le monde. Ça remettra de l'énergie dans le groupe. Vous apprendrez un autre langage que vous n'utilisez pas, ou quel que soit le sujet, mais ça vous fera avancer. Vous pouvez aussi l'organiser dans votre groupe, dans votre entreprise, sous forme beaucoup plus contrainte, comme un hackathon, un soir, une tech night, un week-end, etc. Il faut que vous, votre équipe, et encore mieux l'organisation dont vous faites partie, le management, puisse réserver des créneaux comme ça, où l'apprentissage et l'expérimentation sont autorisés. Et ça, c'est le point important que je voulais vous transmettre, c'est ce droit à l'expérimentation et ce droit à l'erreur. C'est quelque chose de très important, à mes yeux, pour moi, dans DevOps, c'est le droit à l'erreur. Une équipe DevOps va partager les réussites, mais aussi les erreurs ensemble. Ce n'est pas forcément la faute des devs, ce n'est pas forcément la faute des ops ou de celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça doit être des risques que prenne l'équipe, qu'on prend conjointement, comme dans une équipe agile. On va s'engager ensemble pour délivrer un nombre de stories à la fin du sprint. C'est l'engagement de l'équipe qui doit prémunir quand on a un esprit DevOps. Donc là, je vais vous citer une petite citation que j'aime bien, d'un grand penseur allemand. Ah non, c'est pas celle-là, c'est un peu le même thème. Dutch nous dit dans Predator, s'il peut saigner, on peut le tuer. C'est un peu le même sujet, tourné un peu différemment, un peu plus optimiste.
tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est ça. Si vous expérimentez quelque chose, que vous échouez, vous avez déjà appris quelque chose. C'est le fail fast, échouer rapidement en Lean Startup, qu'on vous encourage à pratiquer en DevOps. Vous pouvez tester une nouvelle technologie, un nouvel outil de déploiement, une nouvelle fonctionnalité. L'important, c'est de le tester rapidement, de mesurer les effets et de constater ces effets. Si c'est un échec, on a déjà invalidé une hypothèse. On peut se donner du temps pour en développer d'autres, qu'on va tester à leur tour. Et si ça réussit, bah, tant mieux. C'était un test, on a réussi et on a avancé. Et je pense que j'en ai terminé. Merci. Est-ce que certains ont des questions? Est-ce que certaines ont des questions? Bon, du coup, vous avez tout compris à ce que c'était l'esprit DevOps? C'est pas bien sûr, là. Vous avez bien compris? Non, vous aurez le droit de reposer la question et puis surtout, on espère que dans le cadre de votre cursus à l'ETNA, vous allez pouvoir le ressentir et le vivre vraiment. Dans le cadre de des bachelors, notamment, vous aurez des UV qui ont vraiment cette thématique-là, c'est-à-dire le développement pour l'admin 6, par exemple. Vous aurez dans le cadre dans le cadre du master, que ce soit du coup en admin 6 ou en dev, vous aurez aussi la possibilité de développer ces thématiques. Et notamment dans une UV dont on a parlé rapidement tout à l'heure avec Robin, c'est-à-dire une UV sur le cloud qui met en jeu les deux spécialités que vous ferez en commun, que vous ferez de manière transverse l'un et l'autre, avec du coup des groupes composés d'admin 6 et de dev. Et ça fait partie vraiment de l'esprit qu'on essaie de vous inculquer en vous donnant des occasions de le faire, parce que j'espère que vous l'aurez compris à l'issue de cette présentation, c'est crucial en entreprise aujourd'hui, ça apporte vraiment quelque chose. C'est pas juste anecdotique, c'est pas voilà, au-delà du buzzword et de oui, je vais pouvoir le mettre sur mon CV et peut-être que ça va attirer l'œil du recruteur. Vraiment, on vous invite à y croire à cet esprit-là, parce qu'on pense que c'est ça qui va vous permettre aussi de passer de l'autre côté du miroir, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce que si vous vous arrêtez à votre petite frontière de moi je suis un dev, je sais ce que je fais, je maîtrise mon sujet, et que vous ne vous intéressez pas à ce qu'il y a de l'autre côté, vous serez cantonné, vous serez vraiment très rapidement limité. Donc ayez bien ça en tête, et c'est pour ça qu'on l'a mis en conférence d'introduction. C'est pour que ça soit là, pour que vous compreniez la suite des sujets. Cet après-midi, on va parler de blockchain. C'est un sujet ni dev, ni A6. C'est un sujet commun, c'est un sujet d'informatique aujourd'hui, ça va révolutionner un certain nombre d'usages. Donc ayez cette mentalité en tête pendant les conférences qui vont venir, ayez cette mentalité en tête pendant la piscine, parce que je ne veux pas entendre de personnes qui me disent que la piscine, ouais, mais moi je veux faire de l'admin 6 alors que c'est du développement fondamental. Non, la piscine, ce n'est pas du développement fondamental, c'est de l'informatique fondamentale. Ce que vous apprenez, c'est une logique de pensée, peu importe que ce soit du dev ou de la 6. Et ça, c'est encore une fois crucial, et j'espère que parmi vous, il y en a qui vont se prendre d'intérêt pour ce sujet s'ils ne le connaissaient pas. Tout à l'heure, on a vu la petite mascotte des DevOps Day, je ne sais pas si tu leur en as parlé. Le DevOps Rex, c'est un grand événement. C'est seulement la 2e édition, ça a lieu il y a une semaine. Ils ont doublé l'audience. Rex, donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est retour d'expérience, c'est souvent employé comme ça. Ils l'ont fait au Grand Rex, à Paris. On était 400 l'an dernier et presque 800 cette année. C'est une grande conférence où les clients viennent rendre compte de leur expérimentation sur DevOps, de leur changement de culture, de leur changement d'état d'esprit et de leur changement tout court. Pour beaucoup de sociétés,
les grosses du CAC 40 notamment, c'est se transformer réellement et profondément. Ça touche à l'organisation. C'est très très compliqué. C'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est avant tout un état d'esprit. On peut se sentir DevOps, on peut faire partir du mouvement, on peut avoir des habitudes, des outils. On peut être contraint par l'organisation parce qu'elle a construit des silos, des normes et standards, des process qui sont extrêmement lourds pour l'humain, lourds pour la société, longs pour aller en production. Moi, j'ai assisté à des programmes de transformation dans des grosses boîtes où l'objectif était de sortir un projet en 4 mois. Alors peut-être ça peut vous sembler long, surtout pour vous qui faites des projets assez petits pour l'instant, mais cette société-là, les projets en moyenne mettaient 18 mois à sortir. C'est une société qui est leader sur son marché et on ne penserait pas a priori qu'elle a une inertie comme ça. Mais pour les grosses sociétés qui ont un historique, comme on dit, c'est un vrai enjeu. Après, vous commencez maintenant. J'espère que parmi vous, il y en a qui ont déjà cet état d'esprit DevOps nativement, parce que les outils sont là, les moyens de faire sont là, les GAFA ont déjà montré la voie. Donc c'est plus facile, entre guillemets, comme faire de l'agilité, partir sur un produit neuf, un tout petit produit ou un produit standalone, c'est plus facile de partir en agilité dessus que quand on développe un service qui est fortement couplé au SI vieillissant d'une grosse boîte. Mais ça n'empêche pas que l'agilité et le DevOps, c'est un état d'esprit. C'est un peu la suite logique. L'agilité, ça fait parler le métier avec les devs. DevOps, ça fait parler les devs avec l'exploitant. Ça vient en plus. J'espère que du coup, cette thématique-là, ça parle particulièrement à ceux qui sont actuellement en train de chercher une entreprise pour leur alternance et qui parfois se disent, suite à notre remarque la semaine dernière avec Samir, de penser à ce que vous apportez à l'entreprise, à ce que vous êtes à même d'apporter à l'entreprise. J'espère que ce que vient de dire Frédéric, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont des grosses entreprises qui, soi-disant, n'ont pas forcément besoin d'alternants. Ce que vous pouvez leur apporter, notamment si vous êtes dans cette culture-là, si vous êtes dans cet esprit DevOps, bah, ça peut être ça aussi. Donc si vous venez avec ça, si vous êtes conscient de leurs enjeux, des problématiques qui sont les leurs, de mouvement, de conduite du changement à l'intérieur d'une structure avec énormément d'héritage et de dettes techniques, et ben, ça c'est quelque chose que vous pouvez vraiment apporter et montrer que vous avez compris ces enjeux-là. On a parlé beaucoup de culture, je vous invite vraiment, parce qu'au-delà des modules que vous aurez à l'ETNA, c'est quelque chose de très informel, de transformation et de passage d'informations qui va se faire de manière informelle. Il y aura des événements ici à l'ETNA, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup, des meet-up. Allez-y, renseignez-vous, rencontrez des gens, faites-les venir à l'ETNA si vous trouvez qu'ils sont intéressants. Faites en sorte que ça soit vraiment votre culture, appropriez-vous ça, parce que c'est votre avenir dont il est question et c'est votre carrière, votre personnalité professionnelle dont il est question. Donc vraiment, appropriez-vous ça et n'hésitez pas à aller voir à l'extérieur, ne vous contentez pas de ce qu'on vous donne, allez encore plus loin. Vous devez avoir un compte sur meetup.com. Allez à des meetups, il y en a beaucoup, des gratuits à Paris, en proche banlieue. On boit des pizzas, on boit des bières, on voit des gens. Je suis allé un soir à un meetup DevOps, il y a le meetup DevOps Paris, qui est un meetup assez ancien, ils en sont à une 50aine d'éditions, je crois. Je me suis retrouvé chez Millennium, ceux qui font du e-sport. C'était super fun. Il y a beaucoup de meet-up sponsorisés par des grandes sociétés ou par des petits groupes de gens qui veulent juste parler d'une technologie. Donc allez-y, rencontrez des gens, parce que c'est l'un des piliers du meet-up, c'est le partage du DevOps. Et donc l'occasion de le faire, c'est en meet-up. Voilà. Alors moi, je vais juste ajouter très rapidement, parce que je suis un mec taquin, je ne me suis pas forcément concerté avec Corentin juste avant, mais c'est pas grave. Les 5 meilleurs en piscine, je vous emmène au DevOps Rex. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est trop tard. Je me suis engagé. Oui, de l'an prochain, évidemment.
Voilà. Effectivement, il ne s'est pas concerté. Vous irez regarder le prix du ticket et vous comprendrez que ça vaut la peine d'être premier en piscine. Il n'y a pas de souci et ça sera tenu. On le fera. Ils ont déjà la date, hein, c'est le 18 octobre 2018. Est-ce que vous avez des questions? On va donc vous libérer en avance. Merci d'attendre la fin de mes phrases quand je parle. Sinon, je les fais durer encore plus longtemps et vous savez, j'ai une capacité extraordinaire à parler pendant des heures et des heures. Donc, vraiment, on va se donner cette courtoisie-là. On va attendre que je finisse mes phrases pour se lever parce qu'on va vous libérer en avance. Vous allez donc pouvoir revenir ici parfaitement dans les temps et être prêt ici à 14 h pour la conférence de cet après-midi. Je vous attends ici, du coup, avant 14 h. 14 h, vous êtes ici, assis en silence. Merci beaucoup, à tout à l'heure.